Bienvenue dans Igloo, c'est le Mac de l'habitat avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Vous allez bien? Ça va bien. Un sujet qui nous fait toujours plaisir. Enfin, plus que plaisir, ça nous intéresse beaucoup. C'est les taux de crédit. Mais là, on va pas parler de ça exactement, on va parler du taux d'usure. Et pour cela, évidemment, on ne pouvait pas inviter quelqu'un d'autre que Christophe Ecker. Évidemment, Ma Solution Crédit, le patron de Ma Solution Crédit. Si vous avez envie de quoi que ce soit autour du crédit, vous faites Ma Solution Crédit sur Internet. Oui. Et vous avez toutes les réponses. Bonjour messieurs. Christophe, ravi de vous recevoir. Moi, je sais même pas ce que c'est que le taux d'usure, donc on va apprendre plein de trucs. Alors oui, on va en parler. Donc déjà, on est content pour la nouvelle saison de recevoir Christophe Ecker. Hein, c'est quand même la mascotte de l'association des coiffeurs de France. J'attends la vanne, voilà, ça y est, c'est bon. Donc évidemment, on a dit qu'on allait parler du taux de l'usure parce que ça fait la une, les journaux, etc. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Donc on est vraiment sur la notion du crédit. Ni avec vos chemises. Ni avec vos chemises. Donc on est vraiment sur la notion de crédit. On en entend beaucoup parler. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas pourquoi ça grippe la machine. On ne sait pas pourquoi c'est tellement difficile aujourd'hui d'avoir un crédit. Donc on va tout savoir lors de cette émission. Une définition, c'est quoi le taux de l'usure ? Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter en France. Donc c'est encadré par la loi. Il y a différents taux d'usure pour les crédits immobiliers, les crédits conso, les crédits pro qui sont différents. Mais en tout cas, l'idée, c'est de protéger le consommateur et d'empêcher les banques, encore une fois, de prêter à des taux prohibitifs. Et donc il est calculé, en fait, recalculé chaque trimestre. Donc il a une validité de 3 mois. Et en fait, il est calculé sur la base des taux moyens pratiqués sur le trimestre passé, auquel qu'on abonde de 33%. Et donc ça donne ce taux maximum auquel les banques peuvent prêter. Bon, là, je pense qu'on a perdu la moitié des auditeurs parce qu'ils sont sur leur calculatrice. Alors, ce taux d'usure, il a toujours existé. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui ? C'est vrai que ça fait des décennies qu'il existe, ça fait des décennies qu'il est inscrit au code de la consommation et il n'a jamais posé de soucis parce que dans un contexte normal d'évolution de taux, on n'est jamais confronté au taux d'usure, c'est-à-dire que les taux du marché sont toujours plus bas que le taux d'usure. Mais dans un contexte comme celui qu'on connaît actuellement avec une augmentation extrêmement rapide des taux, là on touche aux limites du système puisqu'en fait le fait qu'il soit valable un trimestre engendre finalement une certaine inertie, un certain immobilisme, et quand le marché lui bouge très très vite, et les taux d'usure deviennent complètement déconnectés de la réalité. Alors pour comprendre pourquoi ça coince, est-ce qu'on peut quand même donner un exemple pour que l'auditeur comprenne bien en quoi ça consiste ? Oui, pardon. Ne cassez pas la chaise. Ouais, désolé, le taux d'usure qui m'énerve. Donc concrètement, un chiffre qui dit tout, on est passé sur 20 ans de 1 à 1,80 entre début d'année et aujourd'hui, donc on a pris 0,80%. Sur la même période, le taux d'usure sur 20 ans, il a augmenté à peine de 0,16%. Donc 5 fois moins vite que le taux du marché. Donc ça explique ce décalage. Sur 20 ans, aujourd'hui, disons qu'on emprunte autour de 2%. Donc vous allez me dire 2% par rapport à 2,57 qui au moment où je vous parle est le taux nominal, il n'y a pas de souci. Et le taux d'usure, pardon, sauf que le 2% dont moi je vous parle, c'est effectivement le taux nominal. Or, ce qu'on prend en compte, c'est pas le taux nominal, c'est le TAEG, taux annuel effectif global. Donc c'est le taux nominal, le coût de l'assurance de prêt, le coût de la garantie, le coût de l'hypothèque. Et là, on arrive très très vite au taux d'usure. Ne serait-ce que par le poids de l'assurance de prêt, vous ajoutez environ 0,50% au 2 du taux nominal, on est déjà à 2,50, donc on est quasiment au taux d'usure, donc ça coince sur un paquet de dossiers. C'est un problème d'arriver au taux d'usure finalement. Parce que c'est un plafond si j'ai bien compris, non ? Oui, c'est un plafond. Mais qui est souvent dépassé. Ouais. Et c'est tout simplement la loi, parce qu'il est trop bas. La loi interdit. Parce qu'il est trop bas ? La loi interdit au nom de la protection du consommateur de... Et les banques le font quand même ? Ah non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Donc c'est bien pour les consommateurs. Mais non, c'est un refus de prêt. C'est un refus de prêt. Ton taux qui a monté, plus assurance, garantie, etc., tu dépasses ton taux d'usure. Donc la banque te dit, je ne peux pas vous le prêter. Elle préfère ne pas prêter du coup. Elle ne peut pas. Alors qu'on parle de dossiers tout à fait... c'est pour ça que ça coince au niveau des crédits. Alors qu'on parle de dossiers tout à fait recevables, dossiers tout à fait cohérents, mais ces emprunteurs-là, aujourd'hui en tout cas... Donc elles sont obligées quand même de baisser un peu les taux. Pardon, je vous bouffe un peu votre partie, Cédric, mais... Pas qu'un peu, mais... Elles ne sont pas obligées de baisser du coup les oui, mais sauf qu'elles ont des impératifs de rentabilité également. Alors je ne vais pas pleurer sur leur sort, loin de là, mais elles ont quand même des impératifs. Elles achètent elles-mêmes l'argent à un certain prix, donc elles le revendent avec une certaine marge, et elles peuvent pas vendre. Enfin, elles vendent déjà à perte, mais elles peuvent pas non plus vendre de façon déraisonnable à perte. Oui, on a eu des taux négatifs. Les banques sur des prêts immobiliers longue durée ne gagnent rien, voire perdent de l'argent. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas une logique économique normale de prêter de l'argent et de le perdre systématiquement. Ouais. Donc là on retrouve un équilibre de marché économique pour les banques, mais par contre ça grippe un peu parce que il y a le taux de l'usure qui suit pas. Si j'ai bien compris, elles s'embêtent pas quoi. Si ça dépasse, elles se disent non, irrecevable et puis terminé. Elles n'ont pas le droit. De toute façon, elles n'ont pas le droit. Non, elles n'ont pas le droit, mais elles vont pas baisser leur taux à elles. Et puis ça les arrange d'une certaine manière parce qu'elles n'ont pas ça à gérer puisqu'elles gagnent pas d'argent.
heureusement, on a quand même l'un ou l'autre C'est établissement bancaire qui continue de jouer le jeu, et tant mieux. Mais c'est vrai que la majorité, c'est un petit peu cette attitude-là, malheureusement. Alors, vous avez parlé de l'évolution des taux. Mais pourquoi on a une hausse des taux aussi fulgurante? J'ai souvent parlé ici, et vous aussi, de ce fameux triptyque croissance, inflation, taux. Et les taux sont toujours la conséquence de la croissance et de l'inflation. Et en fait, on est dans un contexte d'hyperinflation, pour pas dire d'inflation galopante, pour les raisons qu'on connaît. Sortie de Covid, croissance extrêmement forte, perturbation sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, l'inflation est extrêmement élevée, y compris dans le bâtiment. Et donc, pour juguler cette inflation, les banques centrales, le levier qu'elles ont, c'est d'augmenter les taux. Alors l'idée c'est quoi? C'est de refroidir un peu la demande et que du coup on retrouve un certain équilibre offre-demande et donc que cette inflation baisse. Et ce qui s'est passé, c'est que les banques centrales ont été plutôt en retard dans l'appréhension de l'inflation. C'est notamment vrai aux États-Unis et encore plus en Europe. Et puis maintenant, elles frappent très très fort avec des augmentations de taux extrêmement fortes. La Fed aux États-Unis a déjà augmenté de 2 fois 0,75%. La BCE vient de le faire la semaine dernière. Donc elles avaient un train de retard et là elles sont en train de le rattraper. Mais du coup, elles appuient très fort sur la pédale et ça fait un peu mal. Donc finalement, ce taux de l'usure, cette augmentation des taux, c'est quoi l'impact sur la distribution des crédits en France? Eh bien, on a mené un sondage, enfin les organisations professionnelles des courtiers en crédit ont mené des sondages au sein de la corporation et aujourd'hui on est quasiment à un dossier sur deux, 45% précisément de dossiers qui sont refusés parce qu'ils sont usuraires, donc ils atteignent le taux d'usure. Et donc qu'on soit bien clair, je l'ai dit avant, on parle là de dossiers parfaitement recevables. Le taux d'endettement est bon, l'apport est là, le reste à vivre est cohérent. Simplement, la banque n'a pas le droit de prêter à l'instant T à ces gens-là. Alors qui sont ceux qui sont le plus pénalisés finalement? Eh bien, comme souvent, malheureusement, les plus fragiles. Donc ça va être typiquement les primo-accédants. Pourquoi? Parce qu'ils vont emprunter sur des durées longues et sur les durées longues, le taux de base est déjà élevé, donc on est déjà très proche du taux d'usure. On va avoir les gens avec des soucis de santé, puisque le coût de l'assurance est pris en compte dans le calcul du THG et donc du taux d'usure. Donc quelqu'un qui a des pépins de santé avec une assurance plus élevée, il va très rapidement être au taux d'usure. Et après, les populations entre guillemets plus fragiles financièrement parlant, celles qui ont un petit peu moins d'apport, avec un taux d'endettement un peu plus tendu. Là, les banques ont tendance à augmenter les taux parce que leur part de risque est un peu plus élevée. Et donc là, pareil, on a des taux de base plus élevés, déjà très proches de l'usure, et donc ça coince. Donc j'imagine que vous, dans votre profession de courtage de prêts immobiliers, c'est un peu difficile en ce moment. Les banques souffrent autant que vous? Alors, je le disais tout à l'heure, allez, moitié-moitié. La moitié des banques, effectivement, ne se soucie pas trop de la suite, c'est une règle, c'est la loi, c'est comme ça, elle n'y déroge pas, aucune n'y déroge, hein. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être plus agressives d'un point de vue commercial, qui veulent trouver des solutions, qui effectivement vont travailler un petit peu sur le taux, vont travailler sur le coût de leur assurance de prêt, qui est encore une fois très élevé, donc elles vont pouvoir faire des remises là-dessus. Donc on essaye de trouver des stratagèmes pour que les dossiers continuent de passer, parce qu'il faut bien comprendre que pour une banque, le produit par excellence, qui est un produit d'appel, de conquête et aussi de fidélisation, c'est clairement le crédit immobilier. Quand on conquiert un client via le crédit, on sait qu'il va rester chez nous pendant 20, 25 ans, qu'il va devenir client, ses gamins aussi, il y aura de l'épargne, et donc c'est le produit phare de la banque. Et à l'inverse, il peut partir s'il ne tient pas de crédit dans la banque qu'il a choisie. C'est vrai, mais comme aujourd'hui le problème est quasiment généralisé à quelques exceptions près de banques qui trouvent des solutions. Malheureusement, aujourd'hui, un client qui ne trouve pas une solution dans la banque X n'en trouvera pas forcément dans la banque Y. Sauf si, et l'idée, c'est pas de faire l'apologie, déjà pas de ma solution crédit, plutôt de la corporation des courtiers, on se rend quand même compte aujourd'hui que ce contexte difficile nous rend d'autant plus incontournable. Et c'est la bonne nouvelle finalement dans ce contexte, c'est que les gens savent très bien que c'est très compliqué aujourd'hui d'obtenir un prêt auprès d'une banque en direct et que plus que jamais, le courtier est là pour défendre leurs intérêts. Alors on sait que cette non-distribution des crédits va commencer à gripper un peu la machine économique, à commencer par le bâtiment qui va encore bien jusqu'à présent, mais si on fait des projections, 2023 semble un peu moins gai. Est-ce que vous pensez qu'en haut lieu, là, à Bercy notamment, il y a une réflexion qui est faite sur ce taux d'usure notamment, qui est la conséquence de grippage de Bercy, la machine? Bruno Le Maire semble être plus au fait que le gouverneur de la Banque de France, qui lui, pour le coup, disait encore dans la presse il y a 10 jours qu'il n'y avait strictement aucun problème, que la distribution de crédit allait bien en France, qui a fait bondir les courtiers en crédit et les banquiers aussi, hein, les gens qui sont réellement sur le terrain. Bruno Le Maire, lui, il a convoqué il a fait un petit conciliabule là, avec des professionnels du crédit assez récemment, il y a peut-être 10 jours. Et il en est sorti quelques pistes. On pourrait être sur un calcul, un nouveau mode de calcul du taux d'usure qui serait cette fois-ci mensuel et non plus trimestriel, ce qui enlèverait cette inertie sur 3 mois.
et aussi le fait de prendre en compte ce qui serait une très bonne solution, l'OAT 10 ans, donc le fameux taux directeur qui est souvent utilisé par les banques comme taux de référence en France, qui lui c'est celui-là qui évolue très vite en ce moment et qui fait que les taux de marché augmentent, et donc intégrer dans le calcul l'OAT qui permettrait d'avoir une vision plus juste de ce que sont les taux du marché à un instant T. Voilà. Vous voyez, ce qui est horrible, c'est que ça fait 5 ans qu'on fait cette émission. Christophe Ecker est là depuis le début et ça fait 5 ans qu'on martèle que allez-y, achetez, les taux sont bas, les taux continuent à baisser il y a encore 3-4 ans, etc. Étaient à un niveau extrêmement bas. On avait des prix qui étaient encore très corrects et j'ai dit un jour, les prix vont continuer, vont commencer à monter, etc. Et le logement sera un produit de luxe, et j'y crois encore. J'ai une pensée pour tous les gens qui ont hésité depuis 3-4 ans, qui ne savent pas, etc. Et qui se disent mais là le pouvoir d'achat il a fondu comme neige au soleil, c'est-à-dire que c'est terrible. Il y a des gens qui pouvaient encore acheter il y a 2 ans, il y a 1 an, on a vu qu'il y avait une partie de la population qui ne pouvait plus, et alors là c'est terrible. L'accès au logement commence à être de plus en plus compliqué. Est-ce que ça va faire baisser les prix? Je n'y crois absolument pas. Parce que finalement on construit beaucoup moins, il y a une grosse tension sur le marché, il y a, entre l'offre et la demande, c'est totalement décorrélé. On a des coûts des matières premières qui sont toujours en perpétuelle augmentation, donc de construire coûte toujours plus cher, déjà, du neuf. Généralement le neuf et l'ancien étant intimement liés, il n'y a pas de raison que les prix baissent, sauf ceux qui ont vraiment été surévalués, mais sinon les prix du marché n'augmentent pas, les prix là. Pardon ? Les prix des biens n'augmentent pas en ce moment. Alors, ça continue à monter un petit peu. Vous le voyez de toute façon dans toutes les grandes villes de France. Les prix sont encore en train de monter. On atteint quand même 8 000 euros. Ça monte encore malgré à Bordeaux. Pas au même rythme que ce qu'on a connu les 2 dernières années. Alors un peu moins, mais bon, ça a quand même pris 10% tous les ans. Au bout d'un moment, oui, ça allait se calmer un jour. Ouais. Mais Strasbourg, aujourd'hui, avec un prix moyen autour de 5 000 euros, et puis il y a certains quartiers qui sont bien au-delà. Il y a 5-6 ans, on se disait c'était vrai pour Lyon ou Bordeaux, mais pas pour Strasbourg. Et on a ça à Strasbourg. Donc il y a d'autres villes comme les frontalières, Saint-Louis, qui sont en train d'exploser. Mulhouse commence à être tiré aussi, par définition. Les grandes villes, ça commence à monter. Puis les gens vont en périphérie. Puis le Covid a fait en sorte que les gens aillent aussi en périphérie. Donc il y a des villes secondaires qui ont pris des prix incroyables. C'est très inquiétant. Bon, là on sait ce que c'est que le taux d'usure maintenant. Et on va suivre ça de près, évidemment. Ouais. Je reviendrai pour d'autres mauvaises nouvelles, comme vous le dites. Ouais. Ouais. Bon, vous êtes un petit peu là pour ça. Mais encore une fois, donc évidemment, finalement, c'est une situation qui n'est pas reluisante, qui n'est pas formidable, mais qui, on est un peu obligé de faire appel à un courtier si on veut aujourd'hui obtenir un crédit. Absolument. À moyen terme, la profession tirera les bénéfices. C'est tant mieux. Par le passé, c'est toujours ce qu'on a observé lorsque le contexte était compliqué pour emprunter en direct. Les courtiers ont toujours tiré leur épingle du jeu, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est un peu... Et au-delà du taux, de la négociation, le conseil, ça vaut de l'or. Bien sûr, non, mais surtout à l'heure actuelle, c'est clair. Solution Crédit, pour avoir plein d'infos. C'est le patron qui était notre invité aujourd'hui. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. On retrouve Igloo sur topmusic.fr, sur le Facebook, sur la page YouTube et aussi sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Salut. À bientôt.